Grâce à la participation bénévole de quelques 800 volontaires à l'œuvre depuis 3 mois. Cette vaste aventure humaine n'existerait pas sans le soutien de chacun. Si la magie opère ce soir, c'est donc bien grâce à vous et aux milliers de spectateurs qui cette année encore nous honorent de leur confiance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les 800 volontaires du fabuleux Noël vous souhaitent du fond du cœur un beau spectacle et un joyeux Noël. Derrière ces portes, souffle le vent de l'histoire. Le bourrasque de 400 années qui s'apprête à vous emporter en un tourbillon étourdissant. Entrez dans l'histoire, traversez son blanc panache et voyagez à travers les âges. Mesdames et messieurs, le château de Maintenon. Allez-y, messieurs, dames. Mon ami, voici l'heure. Messieurs, mesdames, les enfants, bienvenue au château de Maintenon. Je m'appelle Nathalie et je serai votre guide. Ensemble, nous allons traverser l'histoire de ce château. Suivez-moi. Si ces pierres le pouvaient, elles vous chanteraient la légende des Amaury, seigneurs de Maintenon, au XIIIe siècle, quand ce lieu était encore un château fort. Depuis ces temps reculés, de familles en familles, de girons en girons, le château et son nom ont traversé l'histoire. Jusqu'à ce mois de décembre 1674, quand 2 jours après Noël, le domaine est acquis par une certaine dame, Françoise d'Aubigné, née dans la prison de Niort en Poitou, et dont le destin extraordinaire fut de devenir la marquise de Maintenon, épouse secrète du roi Louis XIV. Dans un instant, s'ouvrira ce lourd rideau, et vous serez entraînés dans la coulisse improbable de cette histoire, de ce destin fabuleux à la frontière du conte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et nous allons vous la conter jusqu'à la fin. Elle commence ainsi. Il était une fois un fabuleux Noël au château de la Reine sans couronne. Il était une fois le château de Maintenon.
chose et vous vous retrouverez à la fin. Et un petit plat. Par ici, s'il vous plaît. Suivez-moi, messieurs, dames. Allez-y, entrez. Par ici, s'il vous plaît. Allez-y. Sauf peut-être ceux qui les écrivent. Et pour être l'auteur de bon nombre d'entre eux, je puis vous confier l'origine, du plus célèbre qui soit. Cette histoire, je l'ai écrite quelques années seulement après les événements qui vont vous être contés et dont ce château fut l'un des nombreux théâtres. Aujourd'hui encore, je ne peux m'empêcher de songer à Cendrillon, quand j'évoque le destin tout aussi fabuleux de celle qui porte à jamais le vieux nom de cette terre de Maintenon. Elle naquit un matin d'hiver, Françoise d'Aubigné, d'un père assassin, marié à la fille de son geôlier. Au registre des baptêmes, son nom figure entre Françoise Ladet, fille d'un sabotier, et Catherine Giraud, fille d'un foulon. Ouais, ça se trouve. Elle s'en fut aux Antilles avec son père et en revint sans, ruinée. On la confia à sa marraine, qui n'avait rien d'une bonne fée, et l'obligeait à gagner son pain en comptant au grenier l'avoine de ses chevaux et le grain de ses poules. Pour échapper au couvent, elle épousa Scarron, un poète estropié. Mais quelques années plus tard, et vous saurez comment, elle épousa en secret et par amour le plus grand roi du monde. Croyez-le ou non, le destin de cet enfant est bien celui d'un conte de fées, et son histoire est à jamais liée à celle de ce château, dont elle emprunta le nom pour s'élever à l'ombre du soleil. Françoise, cessez donc de rêvasser. Vous n'êtes pas assez bien née pour ça. Je me serais reconnaissante de vous avoir obtenu une place au couvent de la rue Saint-Jacques. Ah non, madame, je vous en supplie, je ne veux plus y retourner. Cela n'est pas sujet à discussion. Madame, je vous en prie, je fus chez les Ursulines de Niort et aux Sœurs de la Charité sans jamais y être appelée. Eh bien, vous écouterez mieux chez les Carmélites, petite ingrate. Allons, mon enfant. Si vous n'avez plus de père ici, vous en trouverez un derrière ces portes. Croyez-moi, la vie des ordres est bien plus paisible au cœur que celle du monde. Venez, ma mère. Notre jeune Françoise finira bien par se faire une raison. Regarde-moi, mon enfant. Il m'est arrivé en effet tout ce que l'on voit dans le conte. Tu apprendras bien à ça. Ne le vois-tu pas? Mais je suis celle que tu t'apprêtes à devenir. Écoute-moi. Écoute ton rêve. Il n'est pas aisé de réussir lorsque l'on est parti de peu. Mais sache que ton esprit et ta vertu sont tes seules armes pour t'élever dans ce monde où tu n'es rien. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Âgée de 16 ans à peine, Françoise d'Aubigné épouse un poète estropié. Nous sommes en 1652, Louis XIV a 15 ans. Oui, je veux ma vie pareille à celle d'un conte. Maintenant, suivez-moi. Venez, allons voir si Scarron nous attend. La femme de Scarron, assurément le salon le plus couru de tout Paris. Venez, allons voir ce qui s'y raconte. Ainsi que bonne boutique, et la vie très intime de
cul. Faire des vers à la journée est une rude destinée. Ah, Scarron, notre beau temps est celui des belles conversations, de la belle galanterie. En un mot de ce qu'on nomme les ruelles. Les ruelles, les ruelles. Je ne suis plus un oiseau des champs, mais un oiseau des ruelles qui passe son temps à parler d'amour en tout temps et qui plaignent les tourterelles de ne baiser qu'au printemps. À vous écouter, l'abbé. Je dirais que ce salon est surtout celui de France où l'on dit le plus de sottises. De cognonnerie, ma Mademoiselle de Lancelot demande à être reçue. Qu'elle entre, la plus aimable du monde. Si légère en amour, qu'elle en change encore, et qu'elle en changera toujours. C'est qu'il faut être infidèle aussi longtemps qu'on peut, car un temps vient. Vous ne l'avez pas. Vous aimez? On ne peut vaincre sa destinée. Par un charme fatal. Vous fûtes entré. Les dieux même, les dieux en Olympe déciment, ont brûlé quelquefois de feux illégitimes. C'est là un bel ouvrage. Monsieur Racine, vous en faisiez lecture il y a quelques jours, lors d'un après-dîner, chez Mademoiselle de Chambéry. Très jolie personne. Dans ma religion, il n'y a qu'un péché. Lequel? C'est l'ennui. Monsieur l'ennui. Un péché que je ne connaissais pas, monsieur l'abbé. La fidélité et l'art de ne pratiquer l'adultère que par la pensée. Comptez que jamais personne n'a établi sa réputation se divertissant. Bien dit, mon que de ça. C'est donc vous la souveraine de ce salon. Voyons voir ces yeux dont on parle autant. Elle a de très beaux yeux. On dit dans tout Paris que vous avez profité de mon absence pour vous marier, mon petit Scarron. Vous êtes un fripon, Scarron. Dis donc, l'abbé. Mais je vous pardonne votre trahison en faveur de votre choix qui ne me paraît pas mauvais. Ah, maréchal. Deux abyssins, deux grands yeux assassins, à grands traits de couleur de jet, donnent de l'amour à toute la cour. Et ces noirs tyrans n'ont pas encore 20 ans. Quel poète, maréchal. Bravo, maréchal. Vos beaux yeux, madame, ont fait dans le marais plus de blessés que toutes les campagnes de Flandre. Votre réputation, madame, doit être sans tache. Lorsque je serai mort, elle sera votre seul bien. Après 8 années de mariage, en 1660, Scarron mourut. Françoise avait 25 ans. Il ne laissa guère à son épouse que le titre de veuve Scarron, tout ruiné qu'il était. Françoise n'avait d'autre fortune que sa réputation, son charme, son esprit, et quelques bonnes amies bien en cours qu'elle avait pris soin de se faire et qui allaient changer le cours de sa vie. Françoise, ma chère, je suis chargée d'une mission des plus essentielles auprès de vous. Notre amie Athénaïs, marquise de Montespan, souhaiterait que vous preniez soin de l'enfant qu'elle a eu en secret avec le roi. Moi? Mais pour quelle raison me ferait-on cette sorte d'honneur un peu singulier? Notre belle dame pense que personne n'est plus propre que vous pour un ouvrage si délicat. Elle connaît votre vertu, votre esprit et la parfaite discrétion dont vous usez quand on vous met dans un secret. Songez d'ailleurs que vous ne perdez rien à vous charger de l'enfant. On gagne toujours à servir le roi, dans quelque emploi qu'on soit. Cela fut vrai. J'acceptai et devins la gouvernante des bâtards du roi et de la Montespan. Le destin mêle les cartes et nous jouons. La partie se joue rue de Vaugirard. Fils du roi, on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse que je ne connaissais pas. Vous pouvez la recevoir. Il lui donna... La jeune demoiselle oublia ce que sa marraine lui avait recommandé. Elle entendit sonner le premier coup de musique avec stupeur. Elle se leva et dans sa fuite laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le jeune roi ramassa soigneusement.
bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses, et à toute la cour, mais inutilement. Après bien des jours, vint le tour de Cendrillon. Naturellement, la pantoufle lui allait sans peine. On mena Cendrillon chez le jeune roi, dans ses vieux habits. Mais lui ne vit d'elle que son bel esprit et sa grâce simple. Il décida de se marier d'amour, quand bien même Cendrillon ne fut pas princesse. Voyez, mes mignons, c'est un grand avantage d'avoir de l'esprit, du courage. C'est ce qu'à Cendrillon fit savoir sa marraine, en l'instruisant tant et si bien qu'elle en fit une reine. Sire, j'ignorais que vous... Allons, ne vous souciez de rien. Voyez, enfants, seul le roi fait et défait les noblesses. On est toujours assez bien né quand on est distingué par le roi. Allons, Louis Auguste. Faites votre compliment au roi. Je suis sire, votre serviteur, le plus petit mais le plus fidèle. Voilà Louis Auguste qui est tout à fait galant et très raisonnable. Comment ne le serais-je pas? Je suis élevé par la raison. Allons, Louis Auguste. Maman, s'il vous plaît. L'éducation et la santé de mes enfants semblent profiter du grand soin que vous en prenez, madame. Les jambes de Louis Auguste se renforcent-elles? Pas autant qu'il le faudrait, sire. Merci, Nanon. Le secret de cette maison sont visibles. Ne vous plaît-il pas trop? C'est un beau secret à garder que celui de vos chers enfants. Et si le monde a certes quelque chose de fascinant, en être éloigné ne m'a jamais ennuyé. Mais Versailles, bien sûr. On ne pourrait se lasser de Versailles. Mais de ce que l'on y croise chaque jour, on s'ennuie parfois. Mais comment, sire, pourriez-vous vous ennuyer? On vous dit danseur au bal, chasseur à Fontainebleau, Compiègne, commandant au conseil de guerre, et sur les champs de bataille, enfin, soleil sur Versailles. Il y a la lune et la nuit. Et c'est de vous dont je m'ennuie, madame. Madame de Montespan, qui savait tout, ne sut jamais rien de ces moments secrets que le roi passait avec ses enfants et leur gouvernante. C'est là, dans un faubourg de Vaugirard, à l'abri des regards, que le roi s'attacha à Françoise d'Aubigné, veuve Scarron. Mes amis, Versailles! Il fait et défait les noblesses. On est souvent assez bien nés quand on est distingué par le roi. Mais il ne suffit pas d'acheter Maintenon pour devenir Madame de Maintenon. Aussi Françoise d'Aubigné, veuve Scarron, demeure Madame Scarron. En ce temps-là, Madame de Montespan jalouse plus que jamais la gouvernante de ses enfants qu'elle souhaite éloigner de la cour où le roi l'a installée. Voyez-vous cela? Madame Scarron vient d'acheter la terre et le château de Maintenon. Sans doute croit-elle nous faire oublier d'où elle vient. Quand je l'ai prise à mon service, je l'ai presque fait par pitié pour cette pauvre enfant. Je suis bien aise, madame, de me trouver là où j'étais. Vous n'avez pas eu depuis à vous plaindre de mes services, je crois. Allons, madame Scarron, ne prenez pas mal ce que je dis. J'admire au contraire la façon dont vous avez su prendre l'air de la cour. Il vous reste cependant de votre mise à vendre un je ne sais quoi de commun dans la vie. Saviez-vous, mesdames, que madame Scarron élevait des dindes et non des Quelle ascension en venant du lit de ce pauvre Scarron. Quelle apparence avait-il dans sa célèbre chaise? On dit
qu'il n'en sortait que la tête, ses mains et sa bosse, comme un gros insecte. Je loue votre courage, ma chère, d'avoir ainsi vécu avec cette grosse tête. L'orgueil se mesure à la profondeur du mépris, madame. Scarron était malade. Je ne sais si les infirmes sont plus à plaindre ou à railler. Cela dépend sans doute de l'âme de ceux qui les regardent. Qu'allez-vous faire de votre château, madame Scarron? Comme par le passé? Jouer les bergères? À moins que vous ne l'ayez acquis que pour vous établir plus solidement à la cour. Vous, tout le monde sait qui vous êtes, madame Scarron. On dit que madame de Chivry, abandonnée par son amant, est allée demander à un mage le secret de s'enferrer, mais... Je crois que madame de Montespan n'a plus besoin de moi pour ce soir. Puis-je demander à votre majesté la permission de me retirer? Je sais un gré infini de toutes les choses que vous faites pour mon service, madame de Maintenon. Jamais, en si peu de mots, offrit-on une revanche plus éclatante à une femme humiliée. D'un mot, le roi avait supprimé un passé misérable. D'un mot, il avait désavoué les méchancetés de sa maîtresse. D'un mot, il avait récompensé par une élévation éclatante la discrétion dont Françoise d'Aubigny avait fait preuve sous l'insulte. Madame de Maintenon, déjà les corridors, les paliers, les salons du château répétaient le mot à l'envi. Des dizaines de plumes plongeaient dans les encriers et couraient sur le papier pour compter, à Paris, en province et à l'étranger, le mot que le roi avait fait. Maintenon. Dès lors, comme dans la danse des astres, l'éclat de Madame de Montespan pâlissait à mesure que grandissait celui de Madame de Maintenon. La favorite passait doucement dans l'ombre de l'ancienne gouvernante. Le roi répudia totalement la marquise de Montespan quand son nom fut éclaboussé par un scandale dont l'ampleur et la noirceur firent frémir tout le royaume. L'horrible affaire des poisons eut un retentissement dans toute l'Europe, tant le scandale était grand dans une cour chrétienne. Saviez-vous, madame, que madame de Montespan avait commerce chez les devins? Et même chez cette empoisonneuse, la voisin, qu'on a brûlée en place de grève il y a 2 mois? Saviez-vous qu'elle pratiquait d'étranges cérémonies? Que de faux prêtres lui disaient des évangiles sur le corps? Puis passait sous le calice des herbes, des poudres de crapaud, du jus de mandragore, pour ensorceler mon esprit, garder ma faveur. Cette affaire de poison, ces condamnations multiples qui mêlent le peuple à la noblesse. On s'entrassasine jusque dans les couleurs de ce château, madame. Les rapports de notre police sont accablants. La vérité est qu'il n'y a plus rien de sacré dans ce royaume, sire. Pas même la personne de votre majesté. L'impiété qui gagne, comme une gangrène, est la cause de toutes ces horreurs. Ces gens se donnent au diable parce qu'ils se sont détournés de Dieu. L'exemple des vertus, sire, est devenu que d'en haut. On ne m'a jamais mieux dit, madame, que j'avais donné le mauvais exemple à mes peuples. Mais il n'est que trop vrai. Je suis plus qu'épouvanté de voir jusqu'où cela va. À compter de ce jour, le roi tint Madame de Maintenon dans une estime sans pareille. Le décès soudain de la reine, qu'on imputa encore une fois au poison, finit sans doute de convaincre sa majesté. Attention, ne les regardez jamais en face. Attention, messieurs. Allez-y, entrez. Attention. On va arrêter. Il y a beaucoup de gens. Une histoire avec la Montespan. Vous nous causez bien des choses. Oh, tais-toi, la bosse. Tu ne devrais pas tant parler de ces dames.
Où as-tu mis ma poudre de cantaride? C'est là le père qui vont brûler. Oh, c'est toi bientôt qui flottera en cendres au-dessus de Paris, si tu ne prends pas garde à te taire. J'en sais assez, sur tous les petits travers du beau monde, pour envoyer toute la cour à l'échafaud. Et ça va se montrer à la messe en grande toilette. Jusqu'au roi, entends-tu? Il coûte mes sortilèges. Nous sommes trop nombreuses, trop puissantes. Oh oui, puissante. Mais là le père. Oh, cesse de radoter, vieille chouette. Nous avons choisi Satan pour maître. Et nous mettons la mort en flacon. Ne te pose pas mille et une questions et marchande tes poudres de succession. Il n'y a plus de cantaride. Mais j'ai là un crapaud bien frais dont je vais percer les pustules. Plus de cantaride. Tu gaspilles, la bosse te coûte cher. Tu dis pas ça, hein, quand je te ramène les mains détendues. Et je dis ce que je pense. J'aime pas toutes ces histoires dans lesquelles tu verses avec le beau monde. Ça va mal finir. Par le diable, prends ce tu chien et mange-le, vieille carne. Si je ne faisais pas commerce de poison avec eux, qui paierait? Les pauvres, c'est qui tu prends les bébés avec tes aiguilles à tricoter? Ce que le diable ne fait pas, l'arsenic le fait beaucoup plus sûrement. Allez, va, tu m'es plus utile à faire des incantations qu'à raisonner ici et mélanger toutes ces poudres. Allez, va. Pas le bon temps pour nous autres, pas le bon temps. J'y sais quelque chose, moi. J'y sens. Ouais, j'y sens. Allez. Et tu crois pas que j'y sens, moi? La Brinvilliers, une marquise décapitée d'épée par le bourreau et brûlée en place de grève. Si même les nobles maintenant ont la tête qui ouvre. Et ça, j'ai casse des noms, mais moi j'en ai des noms et des beaux. Mazarin, Luxembourg, Montespan, Desœillets. Ouvrez cette porte! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Restez Ordre de Sa Majesté le Roi! Je parais que ça fait de sorcellerie! Vous ouvrez? Oh non! Sortez vite! Sortez, monsieur, cet endroit est maudit. Fuyons cet endroit maudit, ne restons pas là. Vite! Par ici. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous regardez? Allez! Au dimanche 10 octobre 1683, 2 mois à peine après la mort de la reine, l'archevêque de Paris nous fiança peu avant minuit et nous maria peu après. Tout se fit dans le plus grand secret. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le roi l'aima. Il l'aima pendant les 32 années de règne et de mariage qui suivirent la nuit de cette union. Ce qui commence alors, au lieu du conte merveilleux qu'elle s'était peut-être imaginé, est une longue marche jalonnée de désenchantement, la vieillesse et la lente agonie du plus long règne de l'histoire de France. Attends! Tenir encore! Et ne point céder! Que se passe-t-il, monsieur le duc? Notre forteresse de l'île est tombée aux mains de l'ennemi, madame. Celui de Bourgogne n'ont su s'entendre pour protéger la ville. Vous devez parler au roi et ne rien lui cacher. Je ne sais comment m'y résoudre, madame. Depuis 6 ans, nos armées reculent. La Catalogne, Gibraltar, Madrid, le Milanais, la Flandre, Ostade. Nous sommes en guerre avec toute l'Europe. Et la famine ravage le royaume. Dieu n'est plus en France, madame. Et c'est à moi qu'il appartient de l'annoncer au roi. Quand Dieu voudrait changer les bornes de ce royaume, ne vaudrait-il pas mieux sacrifier quelque chose à la paix que d'exposer tout le reste? Je parlerai au roi. 3e plaie. Un à un, les princes et princesses de la maison royale furent rappelés à Dieu. Le dernier né seul survécut. Arrière-petit-fils du roi,
et seul descendant direct sur lequel repose bientôt toute la succession de la couronne de France. Le roi se meurt. Allons, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Ça ne s'apprend, madame. Je serai juste là. Mon enfant, vous serez un grand roi. Ne m'imitez pas pour le goût que j'ai eu pour la guerre. Je l'ai trop souvent entreprise légèrement et poursuivie par vanité. Soyez un prince pacifique, soulagez vos sujets, ce que je n'ai su faire jusqu'à présent. Sire, il faut vous reposer et recevoir les sacrements. C'est la gangrène, madame. Il n'y a rien que les médecins puissent faire. Monsieur Fagon, vous avez parlé de sciatique. Il fut bien trop optimiste. Combien de temps? Peu. Quelques jours, un peu plus. Je dois me retirer à Saint-Cyr. Ah, tous richtig. Madame. Madame. Quel beau tas de sorgho. Je ne vous ai pas rendue heureuse. Je peux vous assurer. Je suis un rien. Ne vous occupez que de Dieu. Je m'en vais. Et l'État demeure. Le roi est mort! Vive le roi! Dans le petit jour gris du 1er septembre 1715, il y a 300 ans tout juste, alors que le quart de 8 heures vient de sonner, le roi est mort. 72 années de règne s'achèvent dans un Versailles éteint. Depuis 40 ans dans l'ombre du soleil, Madame de Maintenon s'enfuit la maison royale de Saint-Cyr, où elle avait fondé un pensionnat de jeunes filles, et y resta jusqu'à la fin de ses jours. Elle y rendit son dernier soupir au matin du 16 avril 1719. Merci, monsieur. Nous faisons là un bond de siècle. Allez-y, nous allons fêter le chaise. Jeanne, s'il vous plaît. Merci. Maman, pourquoi faire si temps à ce tableau? Ma petite Pauline, savez-vous bien de qui est cela le portrait? C'est une dame. Oui, mais de quelle dame s'agit-il? Madame de Maintenon, vous pouvez
pouvez bien me le dire, maintenant que cette bonne Camille vous l'a soufflé. Madame de Maintenon. Madame de Maintenon. Madame, je sais tout, oui. C'est cela, Madame de Maintenon. Écoutez-moi, Pauline. C'est votre histoire et celle de cette maison. Cette dame, Madame de Maintenon, n'a jamais eu d'enfant. Mais elle avait une nièce, Françoise Charlotte Aubigné, à laquelle elle se trouvait très attachée et qui épousa un ancêtre de monsieur votre père. Adrien Maurice, comte d'Ayen, 3e duc de Noailles, père et maréchal de France. Pour célébrer ce beau mariage, Madame de Maintenon, qui aimait beaucoup sa nièce, lui fit don de son château. C'est ainsi que le domaine est entré dans la famille de votre père. Mais si maintenant est la maison de la dame, elle ne peut pas tout changer. Pauline, c'était il y a très longtemps. Depuis, bien des gens ont vécu ici. Et bien d'autres vivront après nous, Pauline. Monsieur Ferrand, nous devons maintenir Maintenon pour les siècles à venir, car ce château est un héritage de l'histoire. Restaurer ne doit pas signifier reconstruire l'identique. Nous devons conserver, certes, mais aussi moderniser, réinventer, enfin, agir avec l'intelligence du passé. Et le goût de l'avenir, Paul. Ce qui compte dans un lieu comme celui-ci, c'est avant tout les patrons. Pour cette veillée de Noël, Pauline, vous allez découvrir que monsieur votre père n'est pas seulement bâtisseur, conservateur, mais aussi magicien. Vous, magicien? Mais oui, mon enfant. Votre maman et moi avons transformé bien des choses à Maintenon, dont ce salon, ce sapin, tout blanc ce matin quand François l'a coupé au bois de Milan, tout doré ce soir. Et vous découvrirez sous peu comment un long couloir peuplé de chambres tristes est devenu une galerie d'or. Une galerie flamboyante où notre histoire prend vie. Papa a fini sa grande galerie des portraits. Vous verrez ce soir. Eh bien, je crois que tout est bon pour moi, monsieur le duc. Parfait. C'est dangereux? Aucun danger, mademoiselle. Cet objet est une chambre noire photographique. Je vais vous montrer. Il me semblait judicieux de faire essayer la chambre avant la photographie que nous prendrons après le dîner de ce soir. Vous avez raison, Paul. Jeanne, Camille, venez prendre la pause avec nous. Après tout, ce n'est qu'un essai. Je vais compter jusqu'à 3 et déclencher la magnésite. En brûlant, elle va dégager une grande lumière et un peu de fumée. C'est normal. C'est afin que la plaque photographique imprime bien. Ne vous laissez pas aller et figer votre visage, quoi qu'il arrive. Bien droite, Pauline. J'ai peur, Jeanne. Moi aussi, mademoiselle. Allons, bientôt les chambres photographiques vous passeront autant que le phonographe ou je ne sais quelle mode viennoise. La mode viennoise. Mais je parle de votre sapin, Alicia. Viennois ou non, ce sapin est très beau. Je réinvente maintenant à ma façon, Paul. Et je vous en sais bien cru, Alicia. Vos belles trouvailles et vos fantaisies me coûtent bien moins que les miennes, en définitive. C'est à se demander si ce château ne me possède pas plus que je ne le possède. Ça. Moi j'aime bien le sapin, le photographe et ma poupée. Ah! Attention! 1, 2, 3. Oh, ça c'est magique! Joyeux Noël, Paul. Joyeux Noël, Alicia. Jules, ce n'est pas moi. En 1939, le château entre dans la guerre et devient le siège de l'amirauté française. Prenez garde à vous. Nous avons fait des armes contre la peine dans ce inébranlable volonté de notre digne de la foi qui anime le fils de notre patrie. 1er septembre 1930, l'Allemagne envahit la Pologne. Le 3, l'Angleterre. Puis la France lui déclare la guerre. Ce même jour, l'amiral Darlan, commandant en chef des forces maritimes françaises, installe son état-major dans un nouveau poste de commandement tenu secret. Maintenant, nom de code, Marceau. Winston Churchill, alors premier lord de l'amirauté britannique, visite maintenant, sous la neige, le 3 novembre 1939. Encore une attaque. L'aviation allemande cherche en relâche à détruire notre base de Scupperfloh en Écosse. La Kriegsmarine d'Hitler s'abaisse à la plus basse forme de guerre que l'on peut imaginer.
des torpilles, des mines. Hitler ne nous épargnera rien, monsieur Churchill. Bien sûr. L'issue de cette guerre repose sur la coopération de nos marines. Amiral, il est indispensable de sécuriser nos approvisionnements. La France et l'Angleterre dépendent pour cela de la liberté des mers. Et cela dépend de nous. Notre flotte compte 76 navires de guerre. Un porte-avions, le Béarn, et sous l'eau, 77 sous-marins. Certes, tous techniquement inférieurs au U-boat. Qui sont même pas inférieurs pour Londres, qu'il confirme dès que possible. Monsieur Churchill, notre faiblesse, qui est aussi peut-être votre force, c'est notre appui aérien. Nous ne disposons que de 350 avions. Le Royal Air Force ne pourra vous apporter son appui aérien. Cependant, amiral, notre flotte peut compléter. J'ai des bateaux. Notre flotte peut compléter un dispositif. J'ai des bateaux. Ce qu'il me manque aujourd'hui, ce sont des avions. Et c'est vous, monsieur Churchill, qui me parlez de coopération. Message urgent, amiral. Non, qu'importe la météo, on ne change rien. Répondez négatif. Ces dernières années, je suis venu souvent ici, monsieur Darman. Ma cousine, Consolo Vanderbilt, très bonne amie des Noailles, possède le château Saint-Georges-Motel, à quelques kilomètres de Maintenon. Il y a là-bas, sur la rivière de l'Eure, un petit moulin où je m'épeins. Amiral, j'aime profondément la France. Si je vous dis non pour l'aviation aujourd'hui, c'est pour que je puisse vous dire oui demain. Eh bien, faites de votre mieux. Il ne sert à rien de dire nous avons fait de notre mieux. Il faut réussir à faire ce qui est nécessaire. Quelque longue et difficile soit la route, nous devons vaincre. Sans victoire, il n'y a pas de survie. En juin 40, le 22, Philippe Pétain signe l'armistice. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le château n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Éventré de tous côtés, intérieurement dévasté, le parc ruiné. La guerre prend au duc de Noailles son fils unique, déporté en camp de concentration, et son petit-fils tué à l'âge de 19 ans, dans les rangs de la première armée. Ainsi s'éteint la branche aînée des Noailles. Madame Rindre, née Geneviève de Noailles, et son époux Jean Rindre, hérite du domaine en 1954 et s'engage dans d'incommensurables travaux de restauration afin de faire de ce lieu ce qu'il est aujourd'hui. Un héritage de notre histoire qui s'est offert à vous. Suivez-moi. Venez. Merci, monsieur.
Voici la nuit, sonne l'heure, et l'enchantement survient. Un rêve éveillé, et voici que les tableaux prennent vie. Noël! Par toi bien souvent se comptent les années. Allez porter au monde l'histoire des Noëls passés.